Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à Télé Sahel. Le président de la République, chef de l'État, était à Washington et à Boston, aux États-Unis d'Amérique. Issoufou Mahamadou a, du 30 mars au 3 avril 2015, rencontré les responsables du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Le président de la République a également inauguré un rayon dédié au Niger à l'Université de Boston et présenté un panel au John Fitzgerald Kennedy Forum de la faculté politique du School of Government de Harvard Université de Boston sur la politique en Afrique et sa démocratisation. Abari Amiti et Lamine Issoufou. À Washington, première escale de son périple, le président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou, a débuté son programme avec une visite au siège du Fonds monétaire international FMI. C'est la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, qui l'a accueilli à l'entrée du bâtiment avant de participer à la réunion sur le Niger, l'économie du Niger. Une vingtaine de minutes durant, Christine Lagarde et ses cadres autour du président de la République et sa délégation ont discuté sur le rapport entre cette institution financière et le Niger, pays qui récemment a été placé à une économie forte et rassurante, un taux de croissance élevé. La production du pétrole, la sécurité intérieure, la stabilité sont entre autres facteurs de cette prévision économique positive sur le Niger. Le Niger pourtant se trouvant dans une région instable sur le plan politique et sécuritaire. Dans l'après-midi du mardi 31 mars 2015, le président de la République s'est rendu au siège de la Banque mondiale, accueilli par Jim Yong Kim, président de cette institution. Le chef de l'État et le patron de la Banque mondiale ont tenu une réunion sur le Niger. Le rapport entre ce pays et la Banque mondiale, ainsi que les différents dossiers du Niger sur la table. Échange cordial, bon enfant entre les deux partenaires, le Niger présentant des signes positifs de croissance économique dans une région où la sécurité prime. Le soutien des institutions de Bretton Woods s'avère nécessaire pour permettre aux États comme le Niger de financer la sécurité et le développement. Une autre paire de manches des chefs d'État élu sur la base d'un programme. Le président de la République tient à boucler son programme de la renaissance du Niger. À Boston, deuxième étape de la visite où s'est rendu le président de la République et sa délégation dans le cadre d'une visite de travail qu'il effectue aux États-Unis d'Amérique. Issoufou Mahamadou s'est entretenu avec deux éminents professeurs de l'université Harvard de Boston, professeur Akash Deep, maître de conférences en politique publique, et Jeffrey Frankel. Professeur Henry Gates Jr. a aussi été reçu, professeur au Centre africain américain de Harvard Université toujours. Dans son agenda, le chef de l'État s'est rendu à l'université Harvard des États-Unis à Boston, à Marshall Office, plus vieux bâtiment de l'université où se trouve la présidente de l'établissement, le portrait d'imminentes personnalités ayant séjourné dans cette ancienne maison du premier président des États-Unis, à savoir George Washington, qui a résidé ici en tant que général de l'armée avant de mener la lutte contre le Royaume-Uni colonisateur. Le président, qui s'est entretenu avec le président du collège de l'université, a signé le livre d'or, s'exprimant heureux de visiter la prestigieuse université qui a formé beaucoup de dirigeants américains comme Kennedy ou Obama, félicitant l'administration, notamment la présidente, pour l'enseignement de qualité qui y est dispensé. Harvard University a été fondée en 1636 avec seulement 9 étudiants, mais en 1638, John Harvard offre 400 livres et donne un autre aspect à cette vieille et prestigieuse université dans le monde. Améliorée, modernisée et ouverte aux étudiants de tous les continents, Harvard accueille 1600 étudiants par an, plus de 50% de femmes, et est depuis 1879 université d'État. Harvard Hall Science Center, la bibliothèque Harry Elkins Winder, fondée en 1913, sont les lieux visités par le chef de l'État et sa délégation. La bibliothèque, plus grande, mieux garnie, comporte des pavillons d'art, de sciences, de technologie et multimédia, des journaux, des papiers, des vidéos, plus de 20 millions de documents concentrés dans ce temple de savoir international. Issoufou Mahamadou, président de la République, a posé à la statue de John Harvard, une statue qui est pleine d'histoire de par sa datation, son installation, son emplacement et sa représentation. À Harvard University, le président de la République est l'invité de cette prestigieuse université où il est l'invité d'honneur de la faculté politique à John Fitzgerald Kennedy Forum. Ici sont invités à présenter un panel des chefs d'État, des chefs de gouvernement, acteurs influents de la société civile ou travailleurs, militants, défenseurs reconnus des droits de l'homme, invités à s'adresser à cette élite venue du monde entier. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, a rappelé le rôle de l'Afrique
dans le monde, sa balkanisation, l'histoire du continent, son vécu de la colonisation, l'impérialisme imposé, ses conséquences négatives, le coup d'État, mais aussi l'avènement de la démocratisation. Cette dernière a déclaré Issoufou Mahamadou à sa place et constitue un vecteur pour la paix, le développement et la prospérité en Afrique, continent émergent. Les libertés sont respectées et des progrès sont enregistrés. Le Niger classé 5e pays le plus libre en Afrique. L'insécurité liée au terrorisme en Libye, au Mali et au Nigeria est un élément nouveau mais qui sera combattu surtout quand les pays voisins sont impliqués ou associés. Viols, meurtres, terreur, assassinats sont arrêtés et Boko Haram sera vaincu. Les défis de l'économie et du développement relevés, le partenariat nord-sud, sud-sud doivent se développer et l'intégration africaine s'imposer pour faire face aux défis de l'heure et le regroupement des États dans les autres régions du monde. Les attentes et les objectifs du président de la République sont immenses. Si nous devons nous développer, il faut cohérence. Il nous faut une identité. Parce qu'on a été, comme vous l'avez rappelé, victime de clichés, de stéréotypes. Et puis, notre esprit a été asservi. Donc il faut qu'on se libère. Qu'est-ce qu'on fait au Niger par rapport à ça? Dans le cadre du programme de Renaissance, nous avons engagé cette renaissance culturelle dont le Niger a besoin. Parce que nous nous sommes rendus compte que toutes les étapes de développement que les sociétés ont parcourues, toutes ces étapes ont eu pour support des superstructures culturelles. Et ce sont ces superstructures culturelles que nous sommes en train de mettre en place au Niger. Et par exemple, nous sommes déterminés à comprendre aux Nigériens qui ne peuvent sortir de la situation to understand that they cannot que par leur propre travail. C'est le travail qui crée la richesse. Nous devons combattre cette mentalité d'assister qui a été développée des années et des années. Et c'est pour cela que dans le discours, je disais qu'il faut que l'Afrique, et le Niger en particulier, s'oriente plutôt dans le commerce, mais dans le commerce équitable, au lieu d'attendre tout de l'aide publique au développement. Donc nous avons cette infrastructure culturelle que nous sommes en train de mettre en place afin que les Nigériens soient fiers d'abord d'eux-mêmes, afin que les Nigériens retrouvent leur identité, afin que les Nigériens se débarrassent de l'aliénation qui a été une des conséquences de la domination coloniale. C'est la condition d'un nouveau départ. C'est ce nouveau départ que nous sommes en train de préparer à travers la renaissance culturelle du Niger. Effectivement, nous avons besoin dans nos pays d'investissements directs étrangers, parce que quand on regarde les statistiques aujourd'hui, l'Afrique est le continent qui reçoit le moins d'investissements directs étrangers. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour attirer ces investissements? Nous sommes bien sûr que ces investissements se fassent dans le cadre d'accords gagnant-gagnant. Il faut éviter les erreurs du passé où on vient investir et puis on vit les richesses et on a couru le pays. Il faut que l'investisseur gagne, il faut que le pays hôte, qui reçoit l'investisseur également, gagne. C'est un peu avec cet esprit-là que nous travaillons. Et donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes en train de construire des États démocratiques. Nous sommes en train de construire des États de droit. Donc, des États qui sont capables de sécuriser juridiquement les investissements qui sont faits dans nos pays. C'est à cela qu'on s'emploie. Par exemple, au Niger, nous avons créé un cadre pour le partenariat public-privé, et ça marche. Il y a beaucoup d'investisseurs qui viennent investir dans ce cadre-là. Il y a beaucoup de dispositions légales qui protègent l'investissement. Maintenant, vous me dites que les menaces peuvent être un obstacle à ce que les investisseurs viennent chez nous. Les menaces terroristes, les menaces des organisations criminelles. Vous savez, il n'y a pas de pays où les risques sont nuls. Dans tous les pays, il y a des risques. Aujourd'hui, le terrorisme n'a pas de frontières. Quel est le pays, la nation la plus puissante? C'est les États-Unis. Est-ce qu'on a été à l'abri du terrorisme? Il y a eu le 11 septembre. Vous voyez? Donc,
Il faut pas croire qu'il faut que les risques soient nuls pour pouvoir venir investir dans nos pays. C'est ce que moi je dis aux investisseurs, venez. Et en tout cas, pour l'instant, le Niger est un pays en paix en sécurité, bien qu'il soit entouré de pays où existe le terrorisme. Ça existe au Mali, ça existe en Libye, ça existe au Nigeria, mais vous voyez, le Niger est en paix et en sécurité, et j'espère que cela va durer. Et les indépendances, la question s'est posée. L'Afrique était divisée sur la question de l'unité. Il y en avait qui étaient pour, il y en avait qui étaient contre. Quelqu'un comme moi, comme je le disais, a vu très tôt la nécessité pour les pays africains de s'unir pour être plus forts. D'autres n'ont pas eu cette vision, ça nous a beaucoup regardé. Mais les choses sont en train de changer. J'ai fait allusion tout à l'heure à l'agenda 2063. Là, les chefs d'État africains ont décidé d'un certain nombre d'axes par rapport auxquels il faut travailler. Et ces axes, c'est le panafricanisme, ces axes, c'est la démocratie. Parce qu'au fond, pour être ensemble, il faut avoir des mêmes valeurs. Donc il faut que, petit à petit, au niveau de la vision, au niveau des valeurs qui nous serviront de base pour la gouvernance, nous nous mettons d'accord. C'est le cas de l'Union européenne, par exemple. Pour que les pays européens soient ensemble. C'est parce que ces pays-là partagent les mêmes valeurs. Donc le point de départ, c'est l'identification et le partage des valeurs. C'est ce que nous sommes en train de faire, c'est ce que nous faisons dans la perspective de l'agenda 2063. Mais aussi, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits au niveau régional. Vous savez, l'Afrique a 5 régions, et il y a la région de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, que je connais bien. Là, nous faisons beaucoup d'efforts, nous faisons beaucoup de choses ensemble pour renforcer ces intégrations. J'ai cité tout à l'heure la boucle ferroviaire, par exemple, au niveau des infrastructures. Nous faisons ça ensemble avec 5 pays. Le Togo, le Bénin, le Niger, le Burkina et la Côte d'Ivoire. Nous faisons également, toujours au plan des infrastructures énergétiques ensemble. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, au niveau de la CEDEAO toujours, nous avons mis en place un tarif extérieur commun. Nous sommes en train de construire un marché commun. Et nous avons en chantier notre objectif qui est extrêmement important, c'est la monnaie unique, la monnaie commune, qu'on appelle ECO. Et moi, j'ai la chance d'avoir été désigné par le chef d'État de la CEDEAO pour travailler sur ce chantier avec le président Mama du Ghana. Notre objectif, ça serait qu'en 2020, les 15 États de la CEDEAO aient une monnaie unique. Et comme une très grande avancée. Donc, l'Afrique est en train de bouger. Nous allons faire, nous, ce que nous pouvons. Notre génération fera ce qu'elle peut. Et nous passerons le relais pour les gens. Le chef de l'État Issoufou Mahamadou, conformément à son agenda, s'est rendu à l'université de Boston. Un rayon spécial est réservé aux archives du Niger de documents en langue nationale Hausa, Zarma, Touareg, Peul, Kanuri. Y sont rangés des écrits, des vidéos, des documentaires sur la vie sociale du Niger, des expériences menées par des Peace Corps américains, des volontaires. Ils ont d'ailleurs exprimé leur séjour et leur retrouvailles lors de leur passage dans le Niger profond, leur terre d'accueil. La grande bibliothèque de l'université de Boston reste une plateforme pour le Niger, son histoire et sa culture ouverte au monde entier. Ina son gaida Malam Tijani da sauran mambobi na Peace Corps da sun kai aiki Niger. Na farko dai da zabarmanci ai ga aran fadda goy da ku bene yanu kan arante irse irkoy maram berandi irkoy maram bana. Le monde a besoin aujourd'hui de ce type d'ouverture et de connaissances qui participent à la lutte contre l'ignorance, l'intolérance et la promotion des relations interculturelles nécessaires pour la promotion de la tolérance,
le respect de la diversité et la promotion de la paix dans le monde. Je voudrais faire ici une parenthèse pour dire combien nous sommes déterminés à combattre ceux qui ont une vision non tolérante de l'islam. Vous l'avez vu, vous avez travaillé dans la communauté Tijania au Niger. Vous avez dû vous rendre compte que c'est une communauté paisible. Vous avez dû vous rendre compte que c'est une communauté qui est pour la promotion d'un islam modéré. En fait, il y a un seul islam. Il n'y a pas un islam modéré et un islam intolérant. L'islam, par définition, par nature, est une religion de paix. C'est une religion de juste milieu. C'est une religion de tolérance. Et beaucoup de musulmans savent que toutes les grandes religions, que ce soit la religion juive ou la religion chrétienne, ont les mêmes racines que l'islam. C'est les mêmes religions, c'est les mêmes prophètes au départ. Que ce soit le prophète Abraham ou le prophète Moïse, toutes ces religions sont issues de cette racine. C'est pour cela au Niger, nous sommes déterminés à combattre tous les extrémistes, tous les terroristes. Nous le faisons au Mali, nous le faisons en Libye, nous le faisons au Nigeria face à Boko Haram. Et fort heureusement, nous arrivons à remporter des succès. Et plaise à Dieu, dans quelques mois, la question de Boko Haram sera tout simplement un triste souvenir dans la sous-région. Mesdames et messieurs, les rayons des archives du Niger à l'Université de Boston que nous inaugurons aujourd'hui, c'est une initiative porteuse de progrès pour nos deux institutions parce qu'elle permet au Niger d'avoir plus de visibilité à travers les facilités qui seront mises à la disposition des étudiants et des usagers du fonds documentaire dédié au Niger. Cette action contribuera à tenir une fenêtre toujours ouverte sur le Niger à Boston. Ces archives du Niger permettront aux usagers d'Asie, d'Amérique, du Sud et d'Océanie et de partout de se servir de la plateforme de l'Université de Boston pour acquérir de meilleures connaissances sur le Niger. Ces usagers pourront réaliser sans méprise. Les archives constituent en effet la mémoire collective de toute société humaine. Elles constituent un témoignage écrit du passé qui permet de mieux comprendre le présent et de se projeter en toute connaissance de cause dans le futur. La plupart des archives des pays africains anciennement colonisés résultent du fonctionnement courant de leur administration publique. À cet égard, un coup d'œil dans notre histoire nous indique que les habitants de la République du Niger, à l'instar de ceux de la sous-région, étaient de tradition orale. Les archives nationales du Niger proviennent donc du legs colonial à travers la production imprimée ou manuscrite des activités de l'administration publique. Bien sûr, il y a eu d'autres archives avant la colonisation, en particulier des manuscrits arabes qui racontent l'histoire du Niger et de beaucoup de pays de la sous-région. Nous avons également une écriture au Niger qui s'appelle le Tifinak. Donc on peut trouver là également des éléments de notre histoire écrites avec ce caractère Tifinak qui existe au Niger. Nous sommes aujourd'hui à l'heure de l'Internet et du village planétaire. Et l'on peut aisément imaginer l'effet multiplicateur de l'impact de l'initiative prise ici par l'Université de Boston. Je le répète encore, il s'agit à l'évidence d'un partenariat culturel de qualité que le Niger, à travers ses institutions nationales concernées, s'emploiera à renforcer dans le futur. Il s'agit également, à travers ce partenariat, de partager largement les anciens et précieux documents sur le Niger, mais aussi de partager l'évolution de l'histoire de tous les jours que nous vivons pour bien la présenter aux générations futures, car l'histoire continue. À cet effet, nous proposons une
redynamisation, puisque Malam Tijani, ou un des intervenants tout à l'heure, avait dit qu'il y a eu une interruption des relations. Il faut qu'on reprenne ces relations, qu'on les redynamise. Les archives nationales du Niger, l'université Abdou Moumouni de Niamey et l'université de Boston. On s'appuiera sur l'existence du campus numérique et la création de bibliothèques virtuelles à travers l'université Abdou Moumouni. On a le projet PADTIS, je crois, UMOA, UNESCO, pour promouvoir un programme de renforcement de capacité des documentalistes et archivistes de l'université Abdou Moumouni et ceux des archives nationales du Niger. Je ne doute pas que le rayon des archives du Niger à l'université de Boston deviendra l'une des meilleures places au monde pour promouvoir la connaissance sur le Niger et les autres pays africains grâce à la qualité des travaux que ces archives ne manqueront pas de générer. Je voudrais enfin saisir cette occasion pour renouveler mes remerciements à vous-même, il n'est pas présent, au président Brown et à sa représentante, aux amis du Niger, à tous ceux qui ont bien voulu répondre présent à la présente cérémonie et à tous ceux qui ont contribué à sa préparation et à son succès. Je remercie sincèrement toute la communauté nigérienne, représentée ici par le CONUSA, pour la promotion de la coopération avec les amis du Niger aux États-Unis. Mes remerciements vont aussi à l'ambassadeur du Gabon aux États-Unis, notre frère Moussa Adamou, pour son soutien au Niger. Et je vous considère tous comme des ambassadeurs et des amis du Niger à Boston. L'Institut technologique de Massachusetts a reçu la visite du président de la République également. Un honneur surtout pour le laboratoire Cissé, du nom de Ibrahim Cissé, ce jeune Nigérien, physicien et biologiste. Il mène des expériences sur la mise en place des microscopes pour les études scientifiques de l'ADN, le comportement des gènes et leur mode de génération, l'étude de cellules souches. Cissé dirige une équipe composée de jeunes chercheurs japonais, américains, allemands, sud-coréens et lui-même nigériens. Un exemple pour la jeunesse nigérienne, le président de la République, Issoufou Mahamadou, tient à ce que ce jeune soit comme une source d'inspiration à la jeune génération. Le vendredi 3 avril, le président de la République a quitté Boston pour le Niger dans un vol direct sans escale de près de 9 heures à bord du nouvel avion, le Mongreboun. Ce mardi 7 avril 2015, le Niger célébrera le 4e anniversaire de l'investiture du président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou. Dans le cadre de la commémoration de cet anniversaire, le commissariat chargé de l'organisation des grands événements vous informe de l'organisation d'un certain nombre de festivités. Le programme est le suivant. Demain, lundi 6 avril 2015, de 15h à 18h, manifestation culturelle de l'AMPAC au palais du 29 juillet de Niamey. Mardi 7 avril 2015, 9h-11h, conférence publique sur les acquis de la Renaissance au gouvernorat de Dosso. 11h-14h, lancement de la campagne de sensibilisation sur les médias et visite guidée des réalisations du programme de la Renaissance à Dosso. 16h, prière collective pour la paix et la quiétude sociale pour le Niger à la mosquée Amir Sultan de Niamey. 20h, 23h, nuit culturelle au palais des congrès de Niamey. Enfin, mercredi 8 avril de 8h à 10h, opération de don de sang au centre hospitalier de Dosso. Justement, dans le cadre du bilan de 4 années de mise en œuvre du programme de renaissance du président Issoufou Mahamadou, volet hydraulique, un résultat globalement satisfaisant a été obtenu dans la région de Tawa. Le compte rendu de Sandanatahi et Laolissini. Initié et mis en œuvre par le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, le programme de la renaissance est articulé en 8 axes stratégiques. Cet ambitieux programme embrasse plusieurs domaines de la vie socio-économique et culturelle. Le programme de la Renaissance, c'est tout un panel d'activités à coût des milliards qui y sont injectés.
8e axe stratégique de ce programme, le volet hydraulique a bénéficié ici dans la région de Tawa d'une bagatelle somme de plus de 26 milliards 800 millions de francs CFA en 4 ans de mise en œuvre. Cette pharaonique somme a permis plusieurs réalisations reparties comme suit. Hydraulique villageoise. La réalisation de 845 équivalents points d'eau modernes, 9 et 338 équivalents points d'eau modernes dans le cadre de réhabilitation, pour un coût global de plus de 9 milliards 500 millions de francs CFA. Hydraulique pastorale. On enregistre 42 puits cimentés pastoraux avec 3 stations de pompage pastoral qui ont coûté donc 283 millions de francs CFA. Hydraulique urbaine. La réalisation d'un château donc de 1000 mètres cubes, plus près de 35 km de canalisation, donc qui ont coûté 3 milliards 218 millions de francs CFA, 4 forages profonds de plus de 700 mètres chacun, qui ont coûté aussi plus de 1 milliard 600 millions de francs CFA, donc soit au total près de 4 milliards 800 millions investis pour l'approvisionnement en eau de la ville d'Ottawa. Au niveau donc des centres secondaires, 9 forages profonds au niveau de Bernin-Kwani, Bouza, Ilela, Ibouhaman, Keta, Tamaske et Takmanat, pour un coût de 1 milliard 722 millions. La réalisation aussi des châteaux au niveau des gros centres qui ont coûté aussi 524 millions de francs CFA. Toutes ces réalisations ont pour entre autres objectifs l'amélioration des conditions d'accès des populations à l'eau potable à travers l'augmentation des taux de couverture géographique de la région. Ces réalisations ont eu un impact direct sur la population et les animaux à travers d'abord l'amélioration de leurs conditions de vie, la réduction de la corvée dans les villages ayant bénéficié de ces ouvrages, notamment en ce qui concerne les femmes qui passent beaucoup de temps autour des points d'eau.